Nom de famille, apparence physique, âge, origine, on peut être discriminé pour de nombreux motifs. 19, très exactement, sont répertoriés en France. 19, mais dans les faits, la liste est bien plus longue. Dans le cadre du travail, la discrimination, c'est lorsqu'un employeur prend une décision en fonction de critères qui n'ont rien de professionnel. Il peut s'agir de l'embauche, mais aussi de promotion ou de sanctions lors d'une carrière. Et ce n'est pas toujours les critères auxquels on pense qui pèsent le plus. On peut ainsi être victime de discrimination parce qu'on n'habite pas la bonne ville ou le bon quartier, ou encore parce qu'on n'a pas les codes pour évoluer dans un milieu donné. Et puis parce qu'on débute dans le monde du travail. Pas d'expérience, pas de travail, pas d'expérience. Un cercle vicieux dont les premières victimes sont les jeunes des zones urbaines sensibles. Et la crise n'arrange pas les choses. Le chômage a atteint un nouveau record cet été en France. Un employeur encourt des sanctions civiles et pénales s'il est accusé de discrimination, mais difficile à prouver, elle reste souvent impunie. Alors malgré l'existence de structures officielles, les jeunes en particulier se tournent vers des solutions alternatives comme le soutien associatif, l'entraide et parfois de petits subterfuges. Je vous propose de regarder le reportage. Nous recevrons ensuite sur le plateau le sociologue Mehdi Aliwa qui nous apportera un éclairage sur le sujet. Trappes, département des Yvelines, en France. Une ville de banlieue emblématique, mais une notoriété dont ses habitants se passeraient bien, parfois. Trappes a connu un été particulièrement chaud. En l'espace de quelques heures, cette ville a priori tranquille s'est transformée en petite poudrière sur laquelle les médias ont immédiatement braqué leur loupe. Des événements qui ont laissé des traces. Le contrôle d'identité d'une femme voilée qui tourne mal, une partie de la ville qui s'embrase. Pendant plusieurs heures, les policiers font face à des groupes de jeunes très mobiles. Et ce sont ces images qui ont tourné en boucle sur toutes les chaînes françaises. En toile de fond, un mal-être prégnant, un taux de chômage élevé, une jeunesse en mal d'avenir. Mais il n'y a pas que les trottoirs et les bâtiments de Trappes qui emportent les stigmates. À la tête du collectif citoyen, Mohamed Kamli, chef d'entreprise, aide à résoudre les petits problèmes quotidiens des trappistes. Le père de famille déplore l'interprétation de ce type d'événement par les médias, mais surtout ses conséquences, la discrimination de ses habitants. Il y a aussi d'autres problématiques. C'est justement l'accès au logement, les problèmes liés à l'habitat, les problèmes liés à l'accession au logement, les problèmes de discrimination à l'embauche, des problèmes de discrimination dans la rue, même du contrôle aux faciès. Toutes ces discriminations-là ont fait cette révolte. Comme toutes les émeutes de 2005, si tout le monde s'en souvient, qui sont parties du 93, c'est parti de Ziad Ebouna et on arrive au fait que toute la banlieue s'enflamme. Est-ce que tout le monde connaissait Ziad Ebouna? Non, tout le monde s'est révolté parce qu'il y avait tout ce malaise social qui s'est réveillé et c'était un moyen, en tout cas c'était un espace, ce qu'on appelle un espace d'expression. Et tout le monde, toute la banlieue et la France même a utilisé cet espace d'expression. Une pépinière d'entreprise s'est installée à Trappes, mais elle ne bénéficie que très peu aux trappistes, selon Mohamed Kamli. Il y a deux raisons. Première raison est qu'on n'a pas donné assez l'accès aux entrepreneurs locaux. Peut-être parce que leur entreprise était nouvellement créée et donc ils avaient une peur de leur stabilité, de la stabilité de leur entreprise. Et deuxièmement, les entreprises qui sont venues s'installer en zone franche ne sont pas venues pour créer de l'emploi, sont venues uniquement parce qu'on ne paye pas de charges patronales. Ils sont venus pour faire des économies. Ils ne sont pas venus pour créer de l'emploi. Ils ont dû créer 1 ou 2 emplois, histoire de dire, voilà, on a créé de l'emploi, ils ont dû embaucher une secrétaire locale, etc. Mais sans plus. C'est pas ce qui était vraiment flagrant quand ils se sont installés. Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'embauchent pas de trappistes? C'est toujours les mêmes préjugés. C'est des gens pas éduqués, pas formés, alors que
C'est complètement le contraire. À Trappes, il y a énormément de gens qui ont un cursus universitaire, dans le technique ou dans le général. C'est des préjugés. Vous savez, les gens, quand ils voient leurs parents qui ont vécu dans la misère et les voisins qui vivent dans la misère, ils n'ont qu'une seule volonté, c'est de sortir de cette misère. Et ils ont bien compris que sortir de la misère sociale, c'est d'aller loin dans les études pour trouver un vrai travail. Mais aujourd'hui, il y a plein de jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi. Mustapha est l'un de ces jeunes diplômés habitants de Trappes. À 26 ans, il est titulaire d'un master en contrôle de gestion et est aujourd'hui cadre comptable en CDI dans une entreprise. De 2007 à 2009, il a cumulé période de chômage et CDD. Jusqu'au jour où il a effectué un petit changement sur son CV, le nom de sa ville. C'est ce qu'ils ont fait, c'est intéressant. C'est pas méchant, c'est mentir pour pouvoir trouver du travail. C'est pas comme si c'était mentir pour frauder. Donc, et je regrette pas, de toute façon. Parce que c'est ce qui fait que j'en sois là aujourd'hui. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'entretiens qui étaient à ma portée, où je pouvais obtenir le poste. Ça s'est pas fait, donc je sais pas si c'est par rapport à mon peu d'expérience ou par rapport à la ville où je viens. Donc c'est vrai que pendant ces 2 années-là, il y a beaucoup de postes en CDI qui me sont passés entre guillemets sous le nez. On ne m'a jamais donné les raisons pour lesquelles les postes m'ont été refusés. J'ai commencé à modifier sur mon CV la ville, donc j'ai commencé par mettre Versailles. Et là, je me suis rendu compte qu'en mettant Versailles, ça se passait super bien parce qu'il n'y a aucun poste qui m'a été refusé. On essaye, nous, citoyens de Trappes, de mettre des actions en place et de conseiller les jeunes au quotidien et de les aider dans leur démarche. Peut-être qu'on fait quelque chose que la mission locale ou Pôle emploi n'arrive pas à faire avec les jeunes d'ici. Peut-être qu'on est mieux compris que certaines personnes, du fait qu'on ait grandi avec eux, on les voit au quotidien, donc ils ont confiance en nous, ils ont confiance en ce qu'on leur dit. C'est vrai que moi, par exemple, je prends mon cas, moi, quand les jeunes me voient en costume, cravate la journée, au tout début, ils pensaient que... Enfin, la réflexion que j'avais, c'était tu pars à un mariage. Mais au bout du temps, ils se sont habitués et ils ont vu que si moi j'ai pu en arriver là, bah, eux aussi ils peuvent. Comme je leur dis, hein, moi je suis pas un saint, j'ai fait des bêtises dans ma vie, j'ai fait des choses que je regrette. Et par contre, je me suis donné les moyens d'y arriver. Si l'on peut gommer son adresse, difficile cependant de faire tomber certaines barrières sociales. C'est en quelque sorte le message de ce clip qui accompagne l'idée du collectif 24 heures sans nous, sur le modèle américain, organiser une journée sans immigrés. Origine immigrée, tête ça terrorise, on nous demande de nous intégrer, en même temps on nous ghettoise. Je peux pas l'inscrire sur le panthéon, alors je le chante aux immigrés, la patrie non reconnaissante. Il y a eu beaucoup de testings qui ont été faits et c'est vrai que le testing a montré qu'il y avait un rejet par rapport à certaines catégories de personnes, notamment sur des questions de territoire, c'est-à-dire que lorsqu'on est un jeune et qu'on habite un territoire qui est considéré comme dangereux en France, on a moins de chances qu'un autre d'avoir l'emploi. Il y a des questions de filtre de diplôme, c'est-à-dire que être issu d'une grande école d'ingénieur, d'une grande université cotée, ben, en général, on a plus de chances d'y arriver. Et en général, être diplômé de ces grandes universités ou de ces grandes écoles suppose déjà qu'on a un parcours individuel qui est particulier et que c'est vrai que ça a toujours été, et pour le coup, Bourdieu l'avait déjà dit, qu'il y a des sortes d'héritage et de continuité. C'est-à-dire qu'être fils de prof ou être fils d'ingénieur, eh ben, en général, on a plus de chances d'accéder à ce type d'emploi que d'autres personnes. Et là, il n'y a pas de considération ethnique. On est bien d'accord, c'est des considérations de classe et des considérations sociales. Donc il faut bien faire attention de ne pas tout confondre. Et moi, je refuse de mettre la question ethnique avant tout. Votre volonté de voir concrétiser votre engagement de campagne de créer des emplois francs.
Lutter contre les discriminations à l'embauche, c'est l'objectif affiché de l'Emploi France, ce nouveau dispositif lancé quelques jours après les émeutes de Trappes. Ce 31 juillet, le président français effectue sa première visite en banlieue depuis le début de son mandat, à Clichy-sous-Bois. Il signe l'un des tout premiers emplois francs, avec pour objectif, dit-il, de lutter contre la discrimination des jeunes des zones urbaines sensibles. Ce dispositif, qui permettra de favoriser l'emploi à durée indéterminée, vient en complément d'un autre, l'emploi d'avenir, lancé en novembre 2012. Si François Hollande a choisi cette ville pour le lancement médiatisé de ce contrat d'embauche, ce n'est pas par hasard. Car depuis 2005 et les violentes émeutes qui ont secoué les quartiers sensibles en France, le nom de Clichy-sous-Bois n'a pas bonne presse. Près de la cité du Chêne-Pointu, la maison des seniors a vu arriver un emploi d'avenir. Sophia, 20 ans, égaye le quotidien des retraités. C'est qui t'a appris? Les dames, quand je suis arrivée. Eh oui, je ne savais pas. C'est quoi comme jeu? Ça, c'est leur ami. Ah, aussi. Ouais. Tu m'apprends à tricoter? Cette jeune mère a trouvé en cet emploi le moyen de subvenir aux besoins de sa famille. C'est elle qui gère tout. Elle travaille bien? C'est notre metteur en scène. Elle travaille bien? Elle travaille très bien. Ça m'a permis d'avoir un emploi, ce qui est dur en ce moment, de trouver un emploi. Sur 3 ans, donc sur un bon moment. Et voilà, comme j'ai dit, permettre de voir autre chose que de rien faire et d'être à la maison à toucher le RSA comme beaucoup de personnes font. Je préfère me lever et aller travailler. Moi, comme j'ai toujours beaucoup cherché, j'ai toujours trouvé. Mais c'était des petits emplois de quelques temps. Donc, ce n'est pas des emplois à longue durée comme les emplois d'avenir. Par exemple, l'intérim, ils vont te donner une mission de 2 jours. Après, tu ne vas pas travailler pendant 1 mois, donc ça ne te permet pas de vivre. Alors que l'emploi d'avenir, ça te permet d'être sûr d'avoir un salaire à la fin du mois, d'avoir un travail sur 3 ans. Donc, ça fait un moment quand même. Donc, voilà. J'espère pouvoir faire ma formation que j'espère faire avec l'emploi d'avenir. On est en train d'en parler avec la personne qui s'occupe des formations. Et si je peux continuer avec les personnes âgées aussi, ça me plairait de pouvoir signer un CDI ou autre chose. Disons que quand on habite Clichy-sous-Bois, c'est clair qu'on est tellement enclavé que pour trouver des emplois sur Paris ou autre, ça demande beaucoup de volonté, je pense. Faut être sûr de trouver un emploi. Et ça a un coût aussi, parce que prendre des transports à l'heure actuelle, ça a un coût. Et puis, on a ce qu'on appelle l'étiquette aussi, un peu, quand on parle de Clichy, tout de suite, voilà, même moi qui travaille depuis 38 ans à Clichy, quand je vais dans des endroits et que je dis Clichy-sous-Bois, j'ai encore un petit peu cette étiquette de mal vu, alors que, je veux dire, il n'y a pas lieu d'être inquiet plus que ça. Et voilà, moi je trouve que on le voit sur la commune, on voit que les jeunes galèrent énormément dans les instances pour faire des dossiers, puis ça aussi c'est très administratif, c'est long, et à un moment donné je pense qu'il y a un abandon de la part des jeunes de dire voilà, j'ai aucune chance, je vais attendre encore un peu, et puis voilà, je pense qu'il y a tout ça qui fait que il faut justement aider les jeunes, peut-être par des dispositifs comme ça, à leur dire que vous avez vos chances, il faut la prendre, il faut la saisir, et peut-être au final, c'est des gens qui un beau jour auront un emploi définitif, quoi, et qui resteront dans cet emploi. Il faudrait qu'on arrête de parler de Clichy-sous-Bois tout simplement. Je veux dire, Clichy est une ville comme une autre. Tout le monde a ses faits divers. Tout le monde a. Je veux dire, c'est une ville qui fait beaucoup en plus puisqu'on est une ville très jeune à Clichy-sous-Bois, principalement de jeunes. Et je pense que voilà, beaucoup de choses sont faites pour ces jeunes. Et je pense qu'il faut continuer aussi dans ce sens, bien sûr. Il faut les aider ces jeunes. Parce que nous, un jour, on va partir. C'est bien ces jeunes-là qui vont être derrière nous. Donc, on a besoin de ces jeunes. Tout simplement. On n'a peur de rien de particulier. On se trouve simplement que le recruteur a devant lui plein de CV. De gens qui ont la même formation. Il y en a un qui vient d'un quartier qui a été en émeute il y a 15 jours. Puis un autre qui vient d'un quartier bourgeois. Spontanément, il se dit, est-ce que je vais prendre un risque de recruter quelqu'un qui peut-être a participé à l'émeute ou peut-être a de la sympathie pour les émeutiers ou bien au contraire d'un jeune bourgeois. Je crois que c'est tout simplement ça, si vous voulez, dans le cadre du recrutement, sans aller chercher
beaucoup plus loin. On n'est pas dans des logiques très compliquées. Ce n'est pas la stigmatisation, c'est simplement un calcul du risque, si vous voulez. Il serait seul candidat, il serait certainement pris. D'ailleurs, il faut bien voir qu'on n'a pas une connaissance quand même des quartiers difficiles si grande que cela. Alors, on connaît Trappes, on connaît Villers-le-Bel, on connaît Clichy-sous-Bois. Il y a quelques villes qui sont stigmatisantes dans le nom et stigmatisantes. Mais il y en a relativement peu. En France, le chômage touche essentiellement les jeunes hauts diplômés. Un climat morose et une jeunesse de plus en plus inquiète pour son avenir. Redonner confiance, c'est l'objectif principal affiché par nos quartiers ont des talents. À l'initiative et en partenariat avec de grandes entreprises, l'association soutient les titulaires d'un Bac+4 minimum, issus de milieux sociaux défavorisés. Ici, on ne parle pas de discrimination, mais plutôt de nécessité pour les jeunes de se forger un réseau et d'apprendre les codes de l'entreprise. On peut rencontrer, justement dans le cadre de réunions d'intégration ou de rencontres en entreprise que l'on met en place, des jeunes qui justement reviennent vers nous en nous disant « mais je ne comprends pas, j'ai pourtant envoyé bon nombre de CV, ma lettre de motivation j'ai reprise de toutes les façons possibles et pour autant, voilà, est-ce que c'est le fait que j'habite à La Courneuve ou autre qui pose peut-être problème ?» Donc justement, on essaie vraiment de leur expliquer qu'il faut vraiment aller au-delà de tout ça et tout le travail qui peut être entrepris, encore une fois, avec le parrain ou la marraine, c'est justement de se dire, voilà, qu'est-ce que vous avez à mettre en avant sur votre CV? Qu'est-ce que vous avez à mettre en avant par rapport à votre expérience, justement? Parce que la plupart de ces jeunes ont donné encore beaucoup plus pendant leurs études supérieures parce que, justement, ils n'étaient pas forcément des plus favorisés. Et justement, c'est parce qu'ils ont cru dans le mérite républicain et c'est parce que, justement, ils ont cru en cet ascenseur social en se disant que c'est par la voie des études supérieures et de haut niveau qu'ils allaient pouvoir justement s'en sortir. Et c'est vrai que quand ils arrivent à l'échéance, enfin en tout cas à la remise des diplômes et après un certain nombre de semaines, de mois, rencontrant autant de difficultés, forcément, la première des évidences, c'est de se dire que ça tient forcément à quelques problématiques de discrimination, que ce soit. Mais vraiment, là où nous, on intervient et on voit justement que ça marche, c'est vraiment de leur expliquer que faut vraiment aller au-delà de tout ça. Étienne Jouve est l'un des parrains de l'association et il prend son rôle très à cœur. Là où on apporte quelque chose, c'est sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. En fait, tout tourne autour de ça. Moi, j'ai eu une filleule que j'ai rencontrée à la suite d'une information que j'avais faite, qui m'attendait à la fin de l'intervention pour me demander si je voulais être son parrain. Elle était paniquée parce que depuis plus de 6 mois, elle n'avait pas d'entretien, personne ne s'occupait d'elle. Une fille extrêmement diplômée, très très bien, qui passait très bien en entretien, donc, mais vraiment totalement paniquée. Perte de confiance en elle, elle ne savait plus que faire. Et donc, comment ça se passe? On la reçoit. On discute avec elle donc des différents métiers, de ce qui existe en termes d'action, par exemple sur l'Île-de-France. On lui fait passer des entretiens de simulation, des entretiens de simulation pour voir un petit peu ce qui va pas. Même pour les 2 jeunes que j'ai eus, tout était parfait. C'était simplement un manque de confiance en eux. Ne pas savoir que telle entreprise recrute, que voilà. Et donc elle a participé à différentes actions externes de recrutement et elle a été prise. Johanna a 30 ans. Et est inscrite au dispositif Nos quartiers ont des talents depuis 1 an. Titulaire de 2 Master 2, la jeune femme est aujourd'hui au chômage et peine à reprendre confiance en elle. En poste dans une grande entreprise de cosmétiques, elle a été poussée vers la sortie et les causes, selon elle, n'ont pas été liées à ses compétences. Mon premier emploi n'a pas duré car en fait, donc mon stage s'est extrêmement bien déroulé, et ce qui a fait qu'on m'a proposé un poste par la suite. Tout s'est bien passé pendant les 9 premiers mois, et en fait, on a décidé que mon poste devait changer, devait devenir un poste plus axé marketing. Et la nouvelle responsable qui m'a été attribuée, comment dire, n'acceptez pas le fait que je n'ai pas une formation d'école de commerce et que je sois une scientifique en fait. Et avait aussi du mal avec le fait que, comme je te disais, que je ne sois pas comme un peu toutes les filles avec qui elle avait travaillé, une fille qui vient des beaux quartiers, de Neuilly. Et j'ai clairement compris que c'était un problème pour elle
Elle me l'a clairement fait ressentir et en gros, ça a très très vite, entre guillemets, mal tourné. Elle a tout fait pour que je m'en aille et voilà, on m'a forcé à partir, hein, donc j'ai pas trop eu le choix. Et du coup, j'ai eu une vraie perte de confiance en moi, du coup, donc pendant les premiers mois. Voilà, c'était vraiment très 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 difficile. Et par la suite, donc grâce à nos quartiers ont des talents, grâce aux gens que j'ai pu rencontrer dans mes recherches, j'ai repris confiance en moi. Mais malheureusement, c'est le milieu de l'industrie cosmétique en France, c'est un milieu très très fermé. Donc voilà, je rencontre de réelles difficultés. Et du coup, voilà, je me pose même la question des fois, est-ce que ça sert à quelque chose que je continue de chercher? Parce que j'ai l'impression que c'est une quête sans fin, quoi. Donc voilà, c'est un peu des fois désespérant. Enfin, j'ai l'impression que les entreprises françaises ne donnent pas de chance aux jeunes, en fait, de prouver ce qu'ils sont capables de faire. En fait, c'est un vrai problème. J'ai été quelques temps aux États-Unis et je me suis rendu compte que là-bas, c'était totalement différent. On donne la chance aux gens et ce qu'on ne fait vraiment pas en France. On doute de tout, on a peur. Alors, c'est vrai que c'est un engagement d'embaucher quelqu'un, je me rends bien compte. Mais je pense qu'il faudrait quand même donner un peu plus la chance aux jeunes diplômés de prouver ce qu'ils sont capables de faire. Ne pas avoir le bon patronyme, la bonne adresse, ne pas posséder les codes pour évoluer dans un milieu donné. Pour Grégoire Thirault, ce sont en effet avant tout les jeunes qui seraient touchés par la discrimination. L'auteur de France anti-jeunes parle d'une France gérontocratique qui sélectionne faute de place. Aujourd'hui, s'il y a discrimination des jeunes, c'est surtout parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde. En clair, il y a un jeune sur 7 qui est certain de ne pas trouver d'emploi parce que l'emploi n'existe pas. On pourra faire tous les emplois francs, tous les contrats que l'on veut, toutes les aides aux employeurs que l'on veut, ils ne trouveront jamais d'emploi. Et clairement, le marché du travail fonctionne comme une grande trieuse qui trie les jeunes en prenant celui qui dispose de plus d'atouts sociaux, symbolique, plus de diplômes, et puis on descend comme ça par cette pyramide de critères, et puis qui on arrive en bout de chaîne, quels sont les 100 000 qui restent sur le carreau, c'est ceux qui n'ont pas de diplôme, qui habitent dans des quartiers effectivement qui sont plutôt situés en banlieue, et effectivement quand on regarde le problème sous ce point de vue, on se rend bien compte, moi j'en suis en tout cas persuadé, que le jour où on sera capable d'avoir autant d'emplois à proposer qu'on a de jeunes en France, eh bien cette question de la discrimination se posera beaucoup moins. Je ne dis pas qu'elle disparaîtra, mais se posera beaucoup moins parce que le premier moteur de l'intégration, c'est l'économie. Et que si on est capable d'avoir un moteur économique suffisamment puissant pour accueillir et donner sa chance à chacun des jeunes, eh bien, on peut être certain que chaque jeune pourra trouver sa place dans le pays et s'y sentir chez lui. Si on ne fait rien, si on n'est pas capable d'intégrer ces jeunes générations, si ces jeunes générations ont le sentiment d'avoir aucun espoir, eh bien, c'est aujourd'hui toute la société française qui sera et qui est même fragilisée par cette incapacité à bien traiter ces jeunes générations qui ne voudront plus payer pour ce régime de retraite dont elles ne bénéficieront pas dans l'avenir. Il y avait un sondage très intéressant de la Fondation pour l'innovation politique, fait il y a 2-3 ans, qui montrait que 40% des jeunes générations, des jeunes Français, ne souhaitaient pas participer financièrement au financement du régime de retraite. Ce qui est un indice fort d'une sorte de délitement de l'adhésion au contrat social français tel qu'il est issu de la Seconde Guerre mondiale en France. Le délitement de l'adhésion au contrat social, à l'image de Barrez-vous, un appel à quitter son pays, la France, pour trouver du travail hors des frontières. Comment qualifier autrement un système qui, depuis maintenant plus de 30 ans, s'accommode du fait qu'un jeune sur 4 quasiment se trouve au chômage? C'est en ces termes que ce collectif s'adresse aux jeunes Français. Mot d'ordre, allez voir ailleurs. Le but, provoquer et agiter les consciences. L'appel du large, c'est ce qu'a provoqué également l'ANELD. DCV, l'Association nationale des élus locaux pour la diversité, en a reçu des dizaines. Et pourtant, elle n'est ni une entreprise, ni une agence de recrutement. L'ANELD avait fait parler d'elle il y a un peu plus de 2 ans en allant taper à la porte du Qatar. Objectif, débloquer des fonds pour les jeunes entrepreneurs de banlieue. Café chaud ou froid? Toujours chaud. Ça va, la forme? Toujours chaud le café, pourquoi froid? Café glacé. Bah, glacé, ça va être... C'est vrai qu'avec la chaleur, ça peut être sympa. Bon, les gens reviennent avec la fin du ramadan, alors. Ça y est, il y a plus de monde. C'était déserté? Et puis il y a le client. Ah ouais, ça y est, ils sont de retour. À sa tête, Kamel Hamza, qui pointe du doigt
la faillite d'un système. L'échec, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans nos quartiers. Ça fait plus de 40 ans qu'on se dit qu'il y a un problème de discrimination, que l'intégration à la française est en panne. Et on a toujours les mêmes solutions, emploi jeune, assistanat. Voilà, aujourd'hui on a les emplois francs, maintenant c'est les emplois d'avenir. Mais concrètement, il n'y a aucun ancrage pour pouvoir voir dans l'avenir. Ce sont des emplois aidés, le temps de faire passer cette crise et après tous ces jeunes vont se retrouver à la rue. Ça fait des années qu'on a les mêmes politiques. Nous, on n'a rien demandé. Nous, on est parti du principe, en tant qu'élus, on avait aussi notre pierre à faire pour pouvoir faire avancer cette question de l'intégration. L'intégration par l'économique, c'est une réalité, ça se fait dans d'autres pays, ça marche dans d'autres pays. Bon, on s'est dit qu'on va faire en sorte que nous, élus, qui connaissons mieux et qui connaissons bien les problèmes dans nos quartiers, on s'est dit qu'on pouvait aussi aller chercher des nouvelles solutions plutôt que de dire l'État doit tout faire dans nos quartiers. On s'est dit peut-être qu'il faudrait avoir un vrai fonds, un fonds qui puisse comprendre la difficulté première de ces porteurs de projets qui sont un problème d'argent, de fonds pour pouvoir lancer leur entreprise. Donc voilà, dire que c'est à l'État de s'occuper des quartiers, ça fait 40 ans qu'on le dit. Concrètement, on peut continuer comme ça 100 ans, mais parfois, il faut aussi que des élus qui comprennent ces quartiers puissent prendre leur bâton de pèlerin pour pouvoir trouver des solutions. Et les solutions passent parfois par aller voir des pays étrangers, leur dire que si vous investissez dans le 440, si vous investissez dans des grandes sociétés, venez aussi investir dans ces talents, parce que ces talents sont petits aujourd'hui, peuvent devenir grands demain. Vous cherchez un emploi, vous ne trouvez pas. Quand vous créez une entreprise, on vous dit vous n'avez pas les bons parents pour pouvoir avoir un financement. Vous vous dites je vais partir. Vous savez, il y a un instinct de survie. On ne peut pas tout le temps être chômeur, on ne peut pas tout le temps tenir des murs, on ne peut pas tout le temps se voir fermer la porte. À défaut de voir les portes fermées, vous essayez de les ouvrir ailleurs et vous cherchez un destin ailleurs. Jawad est l'un de ces jeunes entrepreneurs à avoir tenté de bénéficier du fonds Qatari. Avec 2 de ses amis, habitants de Trappes, il a créé sa marque de vêtements. Sa demande de financement via l'ANELD est du coup restée lettre morte, ce qui ne les a pas empêchés de monter leur structure, avec les moyens du bord. Ouais, effectivement, je me sentais concerné parce que c'était un projet d'aide d'un fonds étranger pour les jeunes de banlieue. Donc c'est totalement nous, en fait. On est tous les 3 issus de la banlieue parisienne. Donc ouais, on s'est senti visé directement, enfin visé, on s'est senti concerné en tout cas. Si je prends le côté personnel ou business, je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement c'est une aide qui peut être utile à plein de jeunes entrepreneurs. Si je prends le côté vu par les Français ou la France, ça peut être dérangeant parce que je comprends que le Qatar vienne investir en France, c'est presque dire que la France n'est pas capable d'aider ces jeunes. Donc effectivement, ça peut déranger. Maintenant, nous, je ne vous cache pas que c'est une aide qui aurait été vraiment bienvenue. Moi, j'ai déjà été effectivement victime de discrimination. Maintenant, j'en fais pas, comment dire ça, pour parler clairement, j'en fais pas tout un plat en fait, parce que je me dis il faut se battre 2 fois plus que les autres pour arriver à la même chose, je le ferai s'il faut le faire. Effectivement, ça existe en France, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre 1 an à l'étranger, en Angleterre, et il y a un ressenti qui est totalement différent. Donc oui, c'est vrai que la France, ou en tout cas les dirigeants français de sociétés, etc., ont effectivement un petit peu de réticence à embaucher des jeunes d'origine maghrébine ou africaine. Après, je pense que c'est l'histoire de la France aussi qui est comme ça. C'est un pays qui est différent de tous les autres pays, donc on ne peut pas forcément le comparer à un autre pays. Mais c'est une chose qui est bien présente, ça c'est sûr. On peut être discriminé à l'embauche. On peut aussi être discriminé quotidiennement au sein de son entreprise. Écart de salaire, promotion, évolution ou simple réflexion au détour d'un couloir. C'est ce contre quoi tente de lutter cette campagne humoristique lancée par Abdel Aissou, le directeur général de Randstad France.
Objectif, sensibiliser ses employés, mais surtout barrer la route à toutes les formes de discrimination, même celles auxquelles on ne ferait presque plus attention. Au fond, la discrimination, certains ont pu dire que c'était le racisme en acte. Parce qu'on peut discriminer sans être raciste. Quand on est raciste, voilà, on dit j'aime pas les Arabes, j'aime pas les femmes, j'aime pas les Juifs. Mais on peut discriminer, comme je l'indiquais, sans être raciste, parce que derrière ça, il y a une dimension de répétition, de stéréotypie. Mais il faut aussi lutter contre les discriminations, parce que derrière, on lutte contre des cultures extrêmement ancrées. Et c'est pour ça que ces discriminations dans leur répétition sont aussi intolérables que le racisme, parce qu'elles créent des mises à l'écart de l'emploi, elles créent des inégalités de traitement. Mais en même temps, en luttant contre la discrimination, on crée les conditions aussi pour lutter contre le racisme. On peut discriminer sans être raciste, parce que derrière ça, il y a une dimension de conformisme, d'académisme. Mais au bout du bout, le racisme peut aussi se structurer par l'acceptation de certains stéréotypes, de certaines plaisanteries qui se veulent drôles. Une plaisanterie sur les Belges est une plaisanterie à la base raciste. Donc c'est d'insister sur des caractères supposés que je n'ai pas envie d'utiliser, parce que je n'ai pas ça dans ma façon de réfléchir. Et donc le racisme se structure aussi par rapport à des stéréotypes, par rapport à des plaisanteries répétées sans arrêt, qui créent l'illusion de la réalité. Et c'est pour ça qu'à Randstad, nous avons décidé de lutter contre ces stéréotypes, à la fois en utilisant l'arme de l'humour, mais aussi en faisant des formations, en déconstruisant ces façons d'exposer, parce qu'au bout du bout, quelqu'un qui recrute, s'il a ces stéréotypes en tête, pourra être discriminant. Et c'est pour ça que cette question de la lutte contre les stéréotypes, c'est aussi une façon de lutter contre le racisme. Une personne pourra, par exemple, issue de l'immigration, maghrébine, Maroc, Algérie, Tunisie, pourra ne pas être confrontée au racisme dans l'accès au travail, mais pourra trouver insupportable des plaisanteries du style « c'est un travail d'arabe », parce que c'est renvoyé à une identité qui n'existe pas. C'est quoi le travail d'arabe ? On sait ce que ça veut dire en France, c'est le fait d'un travail mal fait. Pourquoi les Arabes, ça travaillerait plus mal que d'autres ? Vous voyez, donc, quelqu'un pourrait le dire innocemment et ne pas se rendre compte, d'une part, qu'on peut blesser une personne et que le propos est raciste. Et donc, de l'importance de lutter à la fois fermement contre les manifestations racistes, mais aussi lutter contre ce qu'on pourrait appeler une espèce de pensée paresseuse qui refuse, qui accepte le confort de phrases toutes faites comme ça, mais qui peuvent, comme je l'indiquais, être profondément blessantes. Une chose importante, c'est qu'il ne faut pas confondre discrimination et racisme. Ce sont deux choses complètement différentes. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on va parler de discrimination vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des handicapés, vis-à-vis des homosexuels. Là, il n'y a pas de racisme. Le racisme est essentiellement un phénomène personnel. Vous me déplaisez parce que vous avez la couleur des yeux qui ne me convient pas. Le cas de discrimination, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. En général, d'ailleurs, la discrimination est moins le fait du recruteur ou du loueur que d'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est l'agence de recrutement qui va éviter d'envoyer le CV venant de tel quartier ou venant d'une personne de telle origine, en se disant il a peu de chances d'obtenir le poste, c'est pas la peine d'envoyer. Donc, si vous voulez, ça se passe à un niveau différent. On calcule des chances, on n'est pas dans la stigmatisation, on n'est pas du tout dans le racisme. En France, il existe un arsenal juridique pour définir, encadrer et condamner les auteurs de faits discriminants. Au tribunal de grande instance de Bobigny, le procureur de la République, Abdelkrim Grini, a créé le pôle anti-discrimination.
Objectif, mieux informer les victimes pour les inciter à déposer plainte. Certaines personnes pensent à tort que ça ne sert à rien de saisir la justice parce que c'est difficile d'en rapporter la preuve de la discrimination. Et effectivement, l'élément intentionnel qui caractérise la discrimination est parfois assez difficile à mettre en avant. D'autres personnes ne saisissent pas la justice parce qu'elles ne connaissent pas tout à fait leurs droits. Et là, je pense qu'il y a un travail dans le cadre de l'information et de la diffusion de l'information à faire et qui me paraît fondamental. Et puis aussi parce que certaines personnes considèrent que la discrimination c'est peut-être quelque chose de normal alors que c'est illégal, c'est anormal, c'est quelque chose de parfaitement illégal. Donc il faut sensibiliser le public pour que justement leur montrer que lorsque les personnes sont victimes de discrimination, non seulement elles ont des droits, mais en plus elles peuvent saisir la justice, saisir les services du procureur qui vont diligenter une enquête. Et si l'enquête permet de caractériser donc, les faits de discrimination, des poursuites seront engagées. La façon pour que ces condamnations soient connues du public, c'est justement pour les professionnels que de communiquer, mais aussi de requérir, c'est ce que moi je fais très fréquemment, de requérir la publication du jugement sur des journaux, par exemple, à tirage national, pour justement assurer le caractère de publicité de ces condamnations. Et en général, c'est là aussi un moyen de lutte efficace parce que les entreprises n'aiment pas voir leur nom s'afficher sur des journaux, sur des quotidiens, après avoir été condamnés pour des faits de discrimination. Dans la lutte contre les discriminations, la plus haute autorité en France, c'est le Défenseur des droits, qui remplace aujourd'hui l'ancienne ALDE. À sa tête depuis 2011, Dominique Baudis, nommé par François Hollande. Marie-Vonne Yazid est son bras droit. N'importe qui peut saisir le Défenseur des droits directement et gratuitement s'il se sent victime d'une discrimination. Justement, il y a un encadrement en droit de la discrimination. C'est donc une des lois françaises qui est la base du travail du Défenseur des droits dans cette mission. Il faut que la discrimination puisse avoir comme origine un des 19 critères prévus par la loi et dans différents domaines, que ce soit l'emploi, le logement, l'accès à l'éducation, l'accès à des biens et des services, etc. Et donc, en France actuellement, le mot discrimination est devenu un peu un mot que moi j'appelle valise. Tout le monde dit « oh, voilà, je suis discriminé ». Mais donc, entre ce mot valise et la manière dont une personne peut ressentir, et à juste raison qu'elle ressente qu'elle est discriminée, ensuite, il va falloir pouvoir mettre en relation les faits qui amènent à ce ressenti de discrimination. Et le travail de nos juristes va être justement, disons, que ces faits-là correspondent à un des critères de la loi donc, de lutte contre la discrimination et dans un domaine précis. Prendre conscience de ses points forts et de ses faiblesses, apprendre à mieux se connaître. C'est un travail à faire, selon Amar Khadraoui. Il a lui-même décidé de quitter un bon poste de consultant en France pour monter sa propre entreprise entre la France, l'Algérie et le Maroc, comme ici à Casablanca. Sa double culture est son atout majeur. C'est ce qu'il essaie aujourd'hui de transmettre à des jeunes diplômés en France. Une grande majorité du sentiment de discrimination, c'est quand on a un niveau de frustration, un niveau d'incompréhension. L'incompréhension est une frustration. La compréhension, avec la compréhension, on arrive toujours à ouvrir les portes. Mais cette compréhension, c'est un énorme effort personnel. Comprendre l'autre,
aller vers l'autre, comprendre la société dans laquelle je suis. Par exemple, lorsque j'essaie d'accompagner de manière très volontaire des jeunes, l'une des premières choses que je fais, c'est d'aller vers ces jeunes en les emmenant rencontrer et visiter le Parlement, le Sénat, la mairie, les élus, être en paix avec son institution et comprendre son institution. Lorsqu'on est intégré et quand on connaît ces cultures et quand on joue même de ces cultures, eh bien, on a une force et une vraie valeur ajoutée. Ce que j'ai utilisé dans mes entreprises, être capable de dire j'ai la technique, j'ai la capacité d'accompagner des grandes entreprises dans leur restructuration. Et en plus, je suis capable de vous accompagner dans une conduite du changement spécifique aux gens que vous avez, à la population que vous avez. Pas moins de 19 motifs de discrimination sont officiellement répertoriés en France. Parmi eux, origine, sexe, handicap, conviction religieuse et un facteur aggravant aujourd'hui, la crise. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet de la discrimination dans le cadre du travail, Mehdi Aliwa est avec nous sur ce plateau. Mehdi Aliwa, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po Rabat, l'Institut d'études politiques de l'Université internationale de Rabat. Première question, la crise, facteur aggravant de la discrimination. Est-ce qu'elle est conjoncturelle en France, cette discrimination, ou bien est-ce que c'est une réalité qui est ancrée dans la société? Alors, ce qui est structurel, ce serait plutôt les inégalités, et notamment les inégalités sociales. Et la discrimination n'est qu'une des manières d'invoquer ou de ressentir ou de dénoncer les discriminations. Ce qui est assez troublant dans un pays comme la France, c'est sa phase de désindustrialisation que ce pays connaît depuis presque 40 ans maintenant, ce qui fait que les catégories ouvrières employeurs qui étaient absorbées dans le monde du travail et donc intégrées à la société, qui pouvaient aussi militer en se syndiquant, en défendant leurs droits et qui ont fait évoluer d'une certaine manière le code du travail et qui se sont fait donc une place dans la société, ben, ces ouvriers sont en train de disparaître d'une certaine manière et donc leurs enfants ne trouvent plus de place et plus d'intégration par le travail. Et donc ces enfants d'ouvriers essayent de s'en sortir autrement. Or, il est difficile lorsqu'on vient du monde ouvrier, lorsqu'on vient d'une famille qui a peu ou pas du tout de diplôme scolaire, lorsqu'on vient en plus d'une famille qui est immigrée. Les immigrés sont essentiellement en France, surtout les immigrés maghrébins ou africains originaires de ces pays-là sont essentiellement de catégorie ouvrière. Il est difficile lorsqu'on vient de ces familles de réussir une mobilité sociale parce qu'on ne vient pas exactement des mêmes milieux que ceux qui sont censés vous embaucher ou vos futurs collègues. On pourra en parler un peu plus si vous voulez. Alors justement, comment est-ce qu'on explique que ce soit la discrimination sociale, c'est-à-dire liée au milieu qui prédomine? Alors il y a beaucoup d'explications et il y a aussi beaucoup d'hypothèses qui ont été proposées. On peut remonter même jusqu'au moment où Karl Marx a proposé une société de classe. Mais en démocratie, on pourrait se poser la question si les classes sociales existent toujours. Force est de constater que lorsqu'on vient dans certains milieux, on a quand même des étiquettes qui nous collent à la peau. Il est tout à fait possible de les transcender, ne sont pas déterminés totalement à un milieu, mais on se heurte à tout un ensemble de normes, de valeurs sociales. Lorsqu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas eu l'habitude ou qu'on n'a pas été élevé dans tel ou tel milieu, il est difficile de pouvoir changer de situation sociale. Peut-être qu'une des explications les plus claires, c'est que pour trouver de l'emploi, parce qu'on va rester sur le domaine de l'emploi, parce que les discriminations et les inégalités ne touchent pas que l'emploi, il y a des études qui ont été faites, notamment en France, sur le fait que plus de 60% des gens qui trouvent leur premier emploi l'ont trouvé grâce à leur réseau social, par le bouche à oreille. C'était une étude qui a été menée par la NPE, à l'époque où ça s'appelait, Pôle emploi s'appelait la NPE. Donc c'est une étude à grande échelle sur toutes les régions de France. Alors il y a des différences entre le fait si on vient d'une grande ville ou si on vient d'une petite ville. Il y a des différences assez frappantes entre Paris et la province, mais force est de constater que presque les 3/4 des personnes interviewées déclaraient qu'ils ont trouvé leur premier job par le bouche à oreille. Or, si vous imaginez que vous avez réussi à l'école, vous êtes un bon élève, vous allez à l'université,
vous faites un bon diplôme. Par la suite, lorsque vous cherchez du travail, eh ben, vous dépendez quelque part aussi de votre réseau familial, du réseau de votre quartier, de vos amis d'enfance. Et vous ne dépendez pas ou peu du réseau dans lequel vous êtes censé vous insérer. Et donc c'est difficile de faire la jonction entre les deux. C'est ce qui explique que beaucoup de diplômés des quartiers populaires ont du mal à trouver de l'emploi. Je vous en prie. On peut rajouter bien sûr à cela le problème de discrimination raciale, qui est un fait avéré en France. Alors bien sûr, ça rajoute encore plus de problèmes, mais je pense qu'elle est d'abord sociale avant d'être raciale. Alors justement, quelle est l'évolution du comportement de la France vis-à-vis de sa population d'origine étrangère, immigrée? Est-ce qu'il y a véritablement plus de discrimination qu'il y a une trentaine d'années, ou est-ce que ça ne seraient pas les mentalités finalement qui auraient évolué? Est-ce qu'elles ne seraient pas tout simplement ressenties différemment, plus? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, les discriminations sont ressenties de manière beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que la France est une société égalitaire, où l'égalité est un fait juridique et un fait politique. Or, elle ne se traduit pas toujours, cette égalité, en égalité sociale ou en égalité formelle, comme disent certains. Peut-être que le terme ne convient pas fortement. Donc, forcément, lorsqu'on a le sentiment qu'on est l'égaux d'un autre et qu'on n'a pas les mêmes chances, ou qu'on a l'impression d'être discriminé, on ressent cette injustice de manière beaucoup plus forte. Ça va aussi avec cette ambivalence de la modernité, où les individus veulent de plus en plus être libres, agir par eux-mêmes, pour eux-mêmes. En même temps, ils sont bien obligés d'utiliser les autres, leur réseau. Ils sont bien obligés d'avoir l'autorisation ou le soutien des autres pour pouvoir exister. Ils n'existent pas seuls. Et donc cette ambivalence entre le désir de vivre sa vie pleinement, d'être acteur de sa vie et d'être obligé de subir les pressions sociales peut entraîner ce sentiment d'injustice. Mais force est de constater qu'il y a quelque chose qui est particulier aux générations issues de la migration des pays anciennement colonisés. On parle de post-colonialisme dans ces cas-là. Effectivement, il y a un regard, aujourd'hui en tout cas, un regard particulier de la société française sur les descendants d'immigrés maghrébins, sur les descendants d'immigrés africains, sur les musulmans en général. Ce qui fait que ça rajoute à cet élément presque, on va dire, conjoncturel de la société française, se rajoute l'élément structurel de cette immigration, de cette histoire migratoire particulière que la France a du mal à digérer. Mehdi Aliwa, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po Rabat, l'Institut d'études politiques de l'Université internationale de Rabat.